merci effectivement pour l'accueil. J'espère que ça va être le plus interactif possible. L'objectif, c'est de partager au maximum les savoirs. Moi, j'y connaissais rien. Hein. Il y a quelques années, 3, 4, 2018, j'ai commencé à m'intéresser à ces questions et j'étais un couillon qui faisait juste ramener ses déchets, son sac au bon endroit, à peu près. J'aime bien parler chiffres et je trouve que le 1,5 milliard qu'on paye à l'Europe, alors celui-là ne me plaît pas, mais je vais faire une petite dédicace à mon associé qui est là-haut, Vincent. Est-ce que vous savez combien de temps il faut pour compter jusqu'à 1 million? Si 1 seconde égale 1 euro. Longtemps. 13 jours. Ah, d'accord. Pour compter jusqu'à 1 milliard, Ouais, 3 millions. 32 ans. Ouais. Donc 1,5 milliard, c'est beaucoup plus qu'1 million. Donc si on peut faire éviter de payer... c'est marrant, c'est que 800 euros, c'est le prix à la tonne du PET. Alors, je vais essayer de prendre ça comme ça. Donc du coup, bon, on va faire un constat. Alors, je suis lillois et j'habite à Marseille depuis 20 ans, moitié lillois, moitié marseillais. Donc ça, c'est plutôt des photos de Marseille, mais finalement, ces photos, on peut les retrouver à chaque fois qu'on a des problèmes de collecte. Hein. Dédicace à nos amis parisiens il y a quelques temps. Un constat est simple, hein, c'est que nos poubelles débordent. Vous m'entendrez souvent parler plutôt que de déchets, de gisements ou de ressources, parce qu'en fait, la manière dont on les considère, là par exemple, effectivement, je vois plutôt des déchets, mais on pourrait aussi y voir des ressources, ou en tout cas des matières. Tout déborde, là aussi c'est des choses dont vous m'entendrez un petit peu parler, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'avant des tonnes, les déchets sont avant tout des volumes. Et nos poubelles débordent parce qu'elles sont pleines, pas parce qu'elles sont lourdes. Synchronicity, donc du coup, partant de cet amour des poubelles depuis 2019, on a un certain nombre d'actions. J'aime bien celui qui est avec les frites d'usager. Est-ce que vous savez combien Air France rachète l'huile de friture à Total, notre huile de friture usagée? 4,20 € le litre. C'est-à-dire que votre huile de friteuse, Total la revend à Air France à 4,20 €. Parce que c'est une obligation légale, les compagnies aériennes sont obligées de mettre une partie de biocarburant dans les avions et que c'est compliqué à trouver. Qu'est-ce que j'aime bien aussi? Tiens, la CMA-CGM. La CMA-CGM, donc transporteur connu, hein, leader du transport. Est-ce que vous savez quelle est l'énergie nécessaire pour faire un porte-conteneur aller-retour Fos-Shanghai par semaine? C'est-à-dire 52 allers-retours par an. 3,3 TWh. C'est l'énergie de la ville de Marseille. Qu'est-ce que j'aime bien aussi? Bon, ça c'était une des premières remorques. Il y a un couillon avec un drapeau de Marseille devant un tram, c'est mon cousin, et on s'est mis en tête de comment est-ce qu'on allait changer les centres-villes de Marseille. C'était le début de la collecte des cartons pour les artisans, commerçants, restaurateurs, qui mine de rien représentent un volume conséquent du fait de poubelles qui débordent. Et puis après, j'aime bien aussi, alors j'ai pas qu'une seule passion, j'ai les poubelles, mais j'aime bien aussi le vélo, et notamment la cyclo-logistique, d'où les petits vélos qui se baladent un peu partout. Pareil, hein, j'y connaissais rien, et quand on a réfléchi à quel était le moyen le plus efficace pour collecter en porte-à-porte les cartons, puis maintenant tous les déchets de nos centres-villes, ben, la cyclo-logistique, c'est ce qu'il y a de plus efficace. C'est pas simplement cool et décarboné, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Et on pourrait prouver. Donc on a écrit le plan cyclo-logistique pour le ministère, c'est Barbara Pompili. Quand je l'ai emmené faire un tour de vélo à Marseille, qu'on appelait le préfet pour la prévenir, il m'a dit « Mais vous n'allez pas faire balader une ministre sur un vélo dans Marseille ?» Cherchez l'erreur. Le préfet, en charge du fait qu'on puisse se balader en vélo à peu près partout. Quelques chiffres, on va en voir beaucoup, j'espère pas trop vous saouler avec tout ça, mais je pense que les chiffres sont importants, ça permet de casser un peu les idées reçues et d'avoir des données factuelles. Est-ce que vous savez combien vous pesez en déchets par an? Alors il y a deux chiffres. D'un côté, 5 tonnes. Ça, c'est quand on vous prend et qu'on vous accumule les déchets du BTP, les maisons qu'on détruit, les routes qu'on construit, etc. Donc chacun d'entre vous, chaque habitant, ça pèse par an 5 tonnes de déchets. Puis ensuite, si on s'intéresse à vos déchets du quotidien, votre poubelle, la mienne, là on est plutôt sur 350 kilos. Donc chaque habitant, en moyenne, en France, produit 350 kilos de déchets par an. Ces déchets dont on va parler s'appellent des déchets ménagers et assimilés.
Le assimilé, c'est le petit artisan, commerçant, restaurateur, la pharmacie, votre fleuriste, etc. Ça représente que 20% des déchets en France, par rapport à l'ensemble des déchets, dont le BTP, dont je vous parlais. Par contre, ça représente 61,5% des dépenses. On va parler en milliards. C'est entre 12 et 13 milliards d'euros par an dépensés par l'ensemble de nos collectivités pour gérer nos déchets du quotidien. Donc 20% des déchets représentent 61% des dépenses. 50% des déchets, ce chiffre-là est exprimé en volume, c'est-à-dire que dans les centres-villes urbains denses ou dans des cœurs de noyaux villageois, les commerces représentent 50% des volumes des déchets de nos poubelles. Les cartons des commerçants de Marseille, c'est 15% des déchets de la ville de Marseille. Alors, Marseille, on est nombreux, 800 000 personnes. Nous, à Marseille, on va générer 410 000 tonnes de déchets. C'est 2 trains qui partent tous les jours de Marseille pour être incinérés sur le site de Fos, valorisés énergétiquement. 2 trains par jour. En volume, ça représente 2 stades vélodromes. Ça se met pas facilement sous le tapis, donc il faut bien s'en occuper. Donc 15% des déchets de l'ensemble de la ville de Marseille, ce sont les cartons des commerces. Ah oui, ça nous coûte combien? Ça nous coûte, on parle en millions, 300 millions d'euros. C'est la deuxième dépense de la collectivité, mais c'est le cas dans toutes les collectivités de France. Les déchets nous coûtent une blinde. Oui, comme vous avez vu, je vous ai parlé de vélo, donc on parle un tout petit peu de mobilité, mais c'est les chiffres aussi que je pense intéressants. 25% des véhicules qui circulent dans nos villes sont des véhicules de logistique. Donc qui transportent de la bouffe, des colis Amazon, en gros, tout ce qui a besoin de se transporter. Puis ils collectent aussi des choses, par exemple les déchets. Donc 25% des véhicules, et ça représente 30% des émissions de pollution, parce qu'évidemment, un camion pollue plus qu'une voiture individuelle. Les grandes métropoles de France, de notre territoire, combien de jours pour tomber en rate de bouffe? 2. C'est entre 2 et 3 jours. C'est-à-dire que si tout d'un coup, vous n'avez plus de camion qui livre, au bout de 3 jours, on va venir vous voir rapidement pour essayer de venir vous gratter quelques champignons et autres denrées comestibles. Et donc, c'est 30% des gaz à effet de serre. Donc, la cyclo-logistique n'est pas n'est pas l'alpha et l'oméga de la solution, mais n'empêche qu'il y a une bonne partie et des colis et des déchets qui pourraient être collectés de manière plus efficace. Alors, pas par des petits vélos avec 2 sacoches. Nos outils de cycle logistique, ça transporte 180 kg et plus de 2 mètres cubes. Donc, ce sont des moyens logistiques. L'économie circulaire. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ça parle à des gens, l'économie circulaire? Alors, je vais commencer par une petite anecdote. Il y a un mec qui a fait fortune parce qu'il a transformé le carton en caviar. Alors là, vous êtes en train de me dire, ok, donc il a mangé des trucs bizarres et donc du coup, il est en train de divaguer. Non, en fait, ce mec, c'est l'inventeur de l'économie bleue, qui consiste en fait à considérer les déchets comme des ressources et comment, en regardant ces déchets autrement, il a construit des modèles économiques. Alors, comment il est passé de carton à caviar? Tout simplement, il a monté une société de collecte de cartons. Donc, il collectait les cartons un peu partout, il était payé pour ça. Avec ces cartons, il les a broyés, il en a fait de la litière équine. Donc, il vendait le carton comme litière équine, en broyant en petits copeaux. Puis après, il était payé pour récupérer la litière équine qui était amendée par le caca de cheval. Ce que je vous dis est vrai. C'est pas... Qu'est-ce qu'il en a fait? C'est pas compliqué. Ensuite, grâce à ça, il a produit des vers de terre, des vers un peu spéciaux, qui ont permis de nourrir des esturgeons. Et là, vous avez compris la suite. Grâce à ça, il nourrissait du coup. Et puis après, il a racheté toute la filiale. Il a monté. Puis après, il est devenu très riche et il a monté une des premières marques. Son nom m'échappe. Je crois que c'est Ecolab, mais qui est une marque d'un produit que vous connaissez peut-être, un lessivier engagé. Donc le mec était payé à chaque fois. C'est-à-dire qu'il gagnait tout le temps. Il gagnait pour être collecté, puis il gagnait pour revendre, puis il gagnait derrière. Et puis après, il avait toute la filiale. Et donc finalement, l'économie circulaire, c'est quoi? C'est cette manière-là de voir les choses autrement. Là, Vincent, mon associé, me demanderait de commencer par le recyclage, parce que c'est effectivement ce qu'on fait de pire. Mais je vais commencer par l'éco-conception. L'éco-conception, c'est en fait comment est-ce qu'on peut réussir à concevoir quelque chose en ayant une vision de la totalité de sa vie. L'éco-conception, c'est fabriquer une bouteille de pastis plus légère,
qui permettra du coup de générer moins de besoins en termes d'énergie et en termes de matière. Donc je fabrique une bouteille qui est plus légère. L'écologie industrielle. L'écologie industrielle, typiquement, c'est comment le déchet des uns devient la ressource des autres. On collecte des cartons d'un côté et puis vous avez de l'autre une boîte qui fait des expéditions. Pourquoi pas utiliser les cartons des commerces qui pourraient très bien être réemployés et qui du coup pourraient servir à la boîte qui elle fait des expéditions et a besoin de cartons. C'est marqué pharmacie, Panzani ou peu importe, on s'en fout. La fonction c'est bien d'être un carton qui permet de transporter des choses. L'économie de la fonctionnalité, ça c'est l'usage plutôt que la possession. L'usage plutôt que la possession, il y a un mec que je connais, Christian Brouillard, je vous invite à le suivre, il a inventé la pérennité programmée. Le mec, son slogan c'est « Je vais vous louer des scooters et je serai le moins cher que les Chinois ». Pourquoi ? Parce que je le fabrique en France. C'est quand même cool, fabriquer en France moins cher que les Chinois. Et en fait, dans son système à lui, il dit plutôt que de vous vendre un scooter qui va vous durer 2 ans, puis au bout de 2 ans, le truc va tomber en panne, et puis il faut le remplacer, je vous invite à repenser à votre dernière imprimante que vous avez dû acheter parce que c'est le prix des cartouches. Et en fait, lui a fonctionné comme ça, il a dit « Ok, je vais concevoir l'appareil qui va durer le plus longtemps possible, qui va être le plus facilement réparable. Et puis je vais pas vous le vendre, je vais vous le louer, et je vais vous le garantir. Donc si je vous loue un scooter pourri, ça va me coûter une blinde parce que je vais devoir venir le réparer. » Là, en fait, le mec, pas besoin, il a inventé un scooter, il a conçu un scooter qui est le plus facilement réparable. 49,90 €, le scooter électrique, entretien compris, je vous assure que c'est imbattable. Et ils sont super cool, ces scooters. Le réemploi. Bon, alors ça paraît basique. Le réemploi, comment retarder au maximum la fin de vie. Alors le réemploi, tiens, on parlait d'un carton. Vous avez un carton qui est un carton de transport, je le réutilise une deuxième fois, pouf, son empreinte carbone vient de diviser par 2. Parce que en fait, vous lui donnez juste une seconde vie. Je prends une cagette avec des carottes, je vends ça à mon restaurateur, je repars avec la cagette de la dernière fois, voilà, la cagette, elle a une deuxième vie, donc son empreinte est divisée par 2, et plus vous le répétez, et plus vous divisez son impact. La réparation, ça évidemment, plutôt que de jeter, ce matin on était dans une déchetterie, on a vu un magnifique VTT, il y avait la chaîne qui était manquante. Bon, résultat, il n'y a plus de chaîne, qu'est-ce que j'en fais? Je le jette et j'achète un nouveau vélo. Ça peut-être la peine de réparer le vélo. Ça aurait évité d'en faire du morceau de métal, et ce serait devenu un beau vélo qui aurait eu une deuxième vie. La réutilisation, c'est quand l'appareil il est quand le truc est un petit peu abîmé, c'est comment on va faire en sorte de pouvoir lui donner une autre vie dans une fonction un peu différente. L'exemple du carton, c'est un très bon truc. Le carton est trop abîmé. S'il est de bonne qualité, hop, réemploi. S'il est de mauvaise qualité ou un peu trop abîmé, hop, réutilisation. Et je vais le broyer pour en faire un produit de calage ou de la litière équine. Et puis le recyclage, le recyclage, c'est ce qu'on fait de pire. Alors selon mon point de vue, après il y a pire, il y a jeter le machin dans un coin de forêt, alors mais bon, on n'est pas là pour ça. Le recyclage, est-ce que c'est une solution? Je vais vous donner le carton, vous avez compris, c'est mon ami. Est-ce que vous savez combien de litres d'eau il faut pour faire une tonne de carton? Pardon, alors du coup, combien de mètres cubes? Pour faire une tonne de carton, 50 mètres cubes. Donc pour produire une tonne, il faut 50 tonnes. Et pour produire une tonne de carton à partir de carton recyclé, alors il faudra moins de pâte à papier, un peu moins d'énergie, ok. Mais sur la flotte, 48 mètres cubes. Donc en fait, je ne résous pas le problème en faisant du recyclage. J'ai juste limité certains critères, mais par contre, sur le critère de flotte, il m'en faut toujours autant. 48 mètres cubes pour une tonne, ça fait un peu réfléchir. Donc le carton n'est pas un produit magique. Je vais vous décevoir, mais si vous devez utiliser de l'usage unique, préférez un gobelet en plastique qu'un gobelet en carton. C'est comme ça, l'impact écologique d'un gobelet en carton est pire qu'un gobelet en plastique. Sauf si de nouveau vous l'abandonnez dans la forêt, où là il sera mieux dégradé quand c'est un carton qu'un plastoc. Bref, c'est cette manière de voir cette boucle globale qu'il faut avoir en tête. Parce que si vous ne voyez pas que cette boucle, vous n'attaquez le problème que sur un des spots, et du coup, vous ne voyez pas la totalité de la chaîne. Cette économie circulaire, elle est connue, reconnue. Comment sont fabriquées les lois? Alors, vous avez l'Europe, qui
a plutôt des bonnes idées en termes de loi, qui ensuite les décline dans les droits nationaux. Puis le national décline ça en région, et la région décline ça en Comcom, et la Comcom décline ça en mairie. Le problème, c'est qu'entre ce qui est pondu à Bruxelles, et puis c'est comment est-ce qu'on l'applique sur le terrain chez nous, là, il y a un gap. Et donc cette difficulté, c'est plutôt comment est-ce qu'on rend des choses du territoire, et de temps en temps, ce qu'on appelle le bottom to top. En gros, comment les gens du terrain expliquent à ceux qui écrivent les lois que de temps en temps, ce serait pas mal de mettre un peu les mains dedans. Il n'empêche que c'est cette loi AGEC, qui est une loi qui va lutter contre l'anti-gaspillage et qui intègre complètement ces questions d'économie circulaire à l'intérieur, nous donne des grandes lignes que l'on doit suivre et qui font des plans régionaux, des plans municipaux, etc. Je ne vais pas m'attarder dessus parce que je suis déjà bavard, mais voilà un peu vers quoi on tend. Donc ça, c'est pas une utopie, hein. C'est-à-dire que ça, c'est un plan national qui est déroulé par l'Estradet, en l'occurrence l'Occitanie, qui met en place, et la Comcom ici doit suivre ça. Alors, est-ce qu'en 2023, on aura 100% de tri à la source des biodéchets? C'est un peu décalé en 2024, et c'est toujours pas vraiment le cas, je pense. Qu'est-ce qui est marrant? Tiens, 2025, moins 50%, alors les acronymes sont horribles, hein, mais en gros, c'est moins 50% d'enfouissement. Comment sont traités les déchets en France? 30% sont encore enfouis, 70% sont brûlés. Ça, c'est pas terrible. Ensuite, un peu mieux, valoriser de manière énergétique. Donc, vous brûlez, mais vous récupérez l'énergie de la chaleur pour en faire généralement de la génération. Vous produisez de l'électricité. Les meilleurs font l'électricité plus de la chaleur, dans ce qu'on appelle la cogénération. Et puis maintenant, vous avez des unités, ce qu'on appelle des unités de CSR, combustible solide de récupération. Donc là, c'est vraiment des usines qui sont faites pour optimiser les rendements de ce que vous allez cramer. Donc, eux, forcément, ils font de la production d'énergie, mais c'est souvent aussi couplé sur des réseaux de chaleur qui permettent d'alimenter des piscines ou des bâtiments municipaux qui nécessitent beaucoup de chaleur. Donc 30% enfouis, 70% brûlés, et après il y a différentes façons de brûler pour essayer d'en retirer un maximum. Donc 50% de déchets non valorisables, stockage, machin. En gros, ça veut dire qu'actuellement, la plupart des déchets des centres d'enfouissement sont plutôt à bloc, notamment sur nos territoires. On est bien saturé en termes d'enfouissement, c'est un peu compliqué de trouver de la place dans les trous. C'est déjà full. En 2025, demain, on va diviser par 2. C'est-à-dire que le préfet va dire, avant tu as le droit de mettre 100, maintenant tu as le droit de mettre plus que 50. Ok, comment je fais? Je me dirige vers les incinérateurs. Ah oui, mais le problème c'est que les incinérateurs, ils sont bien à bloc aussi. Et tous ces systèmes-là sont des systèmes industriels. En gros, on n'a pas le choix, hein. Si on ne réduit pas à la source, on ne saura pas quoi en faire. Avant, on avait la Chine, c'était pratique. Si vous vous rappelez les petits bateaux de la CMA-CGM, le principe est très simple, hein. On commande plein de trucs, hop, on reçoit les conteneurs, super. Bon, après, il faut faire repartir les bateaux, et comme on ne vend pas grand-chose, on a pris l'habitude de les remplir avec nos différentes matières, gisements, ou nos merde. Et puis on envoyait ça. Sauf que quand la Chine a dit maintenant ça suffit, j'en ai suffisamment, tout le monde s'est retourné, et là on a vu qu'on n'avait plus de solution industrielle. Parce que c'était bien plus facile d'envoyer tout ça très loin, et que maintenant il va bien falloir qu'on s'en occupe un peu. Donc voilà, donc c'est tout un plan sympathique, et donc en 2040, je vous assure que ça vient vite, il n'y a plus de film plastique usage unique. Plus de cello frais, plus de sacs plastiques, plus de trucs pour mettre la viande dedans, en gros, plus d'usage unique de plastoc. 2040. Voilà. Les REP. Alors les REP, ça c'est marrant aussi. Est-ce que vous savez ce que c'est que des REP? Ça s'appelle la responsabilité élargie du producteur. En gros, c'est le principe du pollueur-payeur. C'est très franco-français, c'est nous qui avons inventé ça en 93. Okay. Et le principe, c'est de dire, toi, Coca-Cola, tu vas me fabriquer une bouteille de Coca. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pas la bouteille en plastoc de Coca-Cola, ce qui nous intéresse, c'est le Coca qui est à l'intérieur. Bon, je prends Coca, j'aurais pu en prendre d'autres, mais comme c'est le plus gros fabricant de bouteilles dans le monde, ça peut être un bon exemple. Et en fait, dans ce qu'il nous vend, il nous vend un truc qu'on va consommer, le Coca, mais il nous vend aussi finalement l'emballage qui, lui, n'a qu'une vocation, c'est de nous vendre du Coca. Tu es donc responsable de mettre sur le marché un emballage qui est déjà un déchet. C'est-à-dire que quand il nous le vend, on sait très bien qu'une fois qu'on a fini la bouteille de Coca, on va acheter le truc et que ça va devenir un déchet. Pour ça, il paye une écotaxe.
Alors, ils payent. Ils payent à un organisme une écotaxe. Quand vous achetez une télé, vous avez vu éco-contribution. Bon, bah, ça, c'est la REP concernant tout ce qui est électronique. Donc, des 3E. Des équipements électroniques, on s'en fout. Tout ça pour dire qu'en fait, c'est pas Coca qui paye, c'est vous qui payez sur la facture d'éco-conception. Donc, par exemple, sur l'emballage, Citeo, peut-être que vous avez déjà vu des petits machins, Citeo, il y a un logo, on pense que le truc, ça veut dire recyclable, mais en fait, ça veut dire juste, non, j'ai payé l'écotaxe à Citeo. Combien gère Citeo? Alors, on peut reparler en milliards. 1,2 milliard. Et là, avec le nouveau Citeo Pro qui arrive, on va plutôt arriver aux alentours de 2 milliards. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un éco-organisme qui récupère du fric à tous ceux qui mettent sur le marché des choses qui vont générer des déchets, d'emballage. Hein. Parce qu'après, vous en avez un pour le pneu, vous en avez un pour les clopes, vous en avez un pour les chewing-gums, vous en avez un pour l'électronique, vous en avez un pour les jouets, vous en avez un pour absolument tout. Donc, il y a des reps par catégorie. Là, il y a une nouvelle rep qui est arrivée, c'est la rep du BTP. Ça va peser à peu près 2 milliards. Et en gros, bah, je vous vends, moi, j'en sais rien, Leroy Merlin, je vous vends un parpaing. Bon, bah, du coup, dans le prix du parpaing, j'ai une petite partie de la contribution qui va permettre de financer des collectivités notamment pour mettre en place les solutions qui vont traiter les déchets que je suis déjà en train de vous vendre. Voilà, donc vous avez vu, il y a plein de reps marrantes et chaque rep est un truc, un rep sur les médicaments aussi. Donc tout cela, alors c'est cool et en même temps moins, parce qu'en fait ceux qui dirigent les reps, généralement c'est ceux qui payent. Donc c'est les organismes indépendants, hein, mais forcément vous comprenez que Citeo qui vit du fait que vous avez des emballages, est-ce qu'il a un intérêt vraiment à ce qu'il y ait le moins d'emballage possible, parce que sinon il n'a plus de budget. On réfléchit en ce moment au niveau de l'État pour mettre un peu une sorte de chapeau, un petit gendarme qui viendrait contrôler un peu tout ça. Mais ça fait beaucoup d'argent, hein. Encore une fois les déchets nous coûtent un bras. Hein. Quelques chiffres, et ces chiffres-là, on sort du monde national et on arrive chez vous. Donc ça, ces chiffres, c'est chez vous. Moi, ce qui m'a le plus surpris quand on a étudié, donc j'ai potassé tous vos bouquins de déchets depuis 2012, c'est ça, Vincent? 2014, merci. Et ces chiffres-là sont disponibles, hein, d'ailleurs, ils sont plutôt bien faits. Je vous invite à aller sur le site de la Comcom et vous avez l'ensemble de ces informations. Donc plein de tableaux, plein de chiffres. Que moi je trouve passionnant. Et ce qui nous a le plus surpris avec Vincent quand on l'a étudié, c'est la part de la déchetterie. Donc en gros, on a tonnage OM, poubelle noire, pour faire simple, en gros ce qu'on peut pas vraiment valoriser. Tonnage collecte sélective. Donc, collecte sélective, c'est ce que j'appelle moi le valorisable, la poubelle jaune. Donc là, ça regroupe la poubelle jaune, ça regroupe le papier et le verre, plus les cartons. Donc tout ce qui se valorise. Et puis la déchetterie, bah, ça c'est vos déchetteries sur le territoire. Et franchement, 63%, c'est un truc de fou. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc qu'est-ce qu'on a à droite comme tableau? Oui, c'est un comparatif par rapport à la France, c'est là où vous voyez le truc. Hein. Par habitant, donc vous êtes à 672 kg par habitant en déchetterie, la moyenne nationale est à 150. Donc vous surperformez les volumes en déchetterie. Encore une fois, c'est plutôt cool, je vais vous expliquer pourquoi. Sur le papier, plastique, carton, bon, un peu moins bon que la moyenne, mais comme vous avez des très bons chiffres en déchetterie, peut-être qu'une partie de ce qui aurait pu apparaître là est en fait directement déposé en déchetterie, ce qui est mieux pour la Comcom, parce que du coup, quand c'est vous qui allez déposer en déchetterie, vous comprenez que c'est moins cher que de faire venir des camions qui vous collectent en porte-à-porte. Et puis l'OM, vous êtes plutôt pas mal, hein, vous êtes un petit peu en dessous, donc vous produisez moins de déchets que la moyenne nationale. Donc bravo pour ça, 315 kg plutôt que 350. La vue générale. Oui, parce que ça vous coûte quand même un bras. Les déchets. Donc là, c'est la tendance donc, des dépenses. 2014, 2 millions, pratiquement 6. Et puis 2022, on est à 4,5 millions. Donc c'est la deuxième dépense des collectivités, hein, les déchets, 12 milliards en France. Donc 4,5 millions, hein, c'est une paille quand même. Et puis on voit, hein, là c'est les tonnages et la répartition par flux. Donc le gros vert là c'est la déchetterie hein, qui est toujours bien performante. Le collecte sélective qui est la petite barre du milieu. Et puis ce qui est en dessous en sombre c'est votre noir. On a un mystère sur 2021, alors on en parlait avec vos élus cet après-midi, on était ensemble et on a approfondi les chiffres, j'aurais pas le temps de le faire là, mais
En gros, il n'y a pas de secret. Plus vous produisez de déchets, plus ça vous coûte. Et plus c'est des déchets, plus ça vous coûte. Mieux c'est trié, moins ça vous coûte. Et je vous donnerai des liens si vous voulez creuser les sujets, où je répondrai tout à l'heure quand on répondra en question. Je suis en train de déborder complet, non, sur les timings. Ça va encore, Okay. encore quelques minutes. Alors, OM emballage. Alors, du coup, ces chiffres-là... l'évolution, ah ouais, ça c'est marrant. Vous avez une très bonne continuité entre le verre et les emballages. Alors ça aussi, c'est assez rare. Dans le Nord, on a beaucoup de verre, mais ça on picole pas mal. Et à Marseille, ça dépend des victoires de l'OM. Donc ensuite, les différents tonnages d'OM, avec une variabilité là, par contre, qui est assez importante. Donc bon, 2020 Covid, c'est national, la baisse des volumes. Donc pareil, il y a moins de gaz à effet de serre. C'est bizarre, quand tout le monde est chez lui sans bouger, tout d'un coup les niveaux de pollution sont très très faibles. C'est bien nous qui créons le souquin. Les déchets sont pas créés ex nihilo. C'est bien le reflet de notre consommation et de notre mode de fonctionnement. Emballage papier carton, ok, avec les coûts à la tonne, et puis l'OM et les coûts à la tonne. Alors on est à 350 € la tonne. J'ai une bonne nouvelle, ça va encore augmenter. Pourquoi ? Parce que pour inciter les gens à moins créer de déchets, on augmente ce qu'on appelle la taxe générale, la TGAP, taxe générale de, je sais plus, je suis nul en acronyme, je vous l'ai dit tout à l'heure. En gros, c'est une taxe que vous payez à l'État par rapport au fait d'avoir le droit d'enfouir. Elle est un peu moins chère quand on valorise de manière énergétique, mais l'enfouissement coûte très cher. Donc on augmente cette TGAP et à niveau égal de déchets, ça vous coûte plus cher parce que vous payez plus de taxes. Nos déchetteries. Alors, les déchetteries. Là, ce sont des chiffres qui sont exprimés en tonnage. Gardez toujours en tête ce que je vous expliquais. Avant d'être des tonnes, c'est avant tout des mètres cubes. Donc la répartition, les gravats, 36% des tonnes, on fait un petit peu de tonnes, 47 000 tonnes. Ensuite les déchets verts, 277, on est en milliers de tonnes. On est en milliers de tonnes, Vincent ? Merci. 22%. Les encombrants, puis le bois, et puis après ferraille, carton, etc. Écomobilier, donc ça c'est immobilier. Les 3 œufs, c'est les machines à laver, ce genre de choses. Alors ce qui est très surprenant, et je pense que là, ça illustre bien le propos qu'on parlait tout à l'heure, vous avez 3 déchetteries. Il y en a une qui traite une grosse quantité. Est-ce que j'ai les tonnages de Saint-Victor à Méjeanne ? Je pense pas, je l'ai pas là. Ok. Mais en gros, si je l'ai là. En gros, ça représente en quantité 47,8% des volumes, et par contre ça vous coûte 71,40%. « 71,4 » Ouais. Il y a un petit truc à creuser sur cette déchetterie, et en fait, on y est passé ce matin, c'est là où j'ai vu le vélo d'ailleurs. Je pense qu'on doit pouvoir faire des économies sur ce point-là, et je pense qu'on a un gros coût logistique. En gros, faire un aller-retour de déchets, donc les bennes qui sont envoyées sur 16 Cévent, ça prend un peu de temps, il faut 1h15 pour faire une rotation. Et le déchet vert est un déchet qui est extrêmement volumineux. Donc imaginez bien que le nombre de camions qu'il faut pour pouvoir transporter, on parle de plus de 30 allers-retours, pas que sur les déchets verts, mais en tout cas ça représente une grosse partie. Donc peut-être que de réussir à réduire les volumes à la source de ces différents déchets, le carton également est un déchet très volumique, à mon avis on pourrait gagner un petit peu sur le coût de transport. La saisonnalité, et on va finir là-dessus. Alors, j'ai compris tout à l'heure pourquoi en novembre le volume de verre augmente. On m'a dit que c'était parce que c'est là où les gens venaient faire les élagages, etc. Et que c'était souvent des moments de convivialité. Parce qu'on a le pic juillet-août normal, ça c'est accroissement de population. Quand on fait les courbes de population, on le comprend. Mais ce mois de novembre était pour moi un mystère. Alors c'est aussi le mois du Beaujolais nouveau. Ouais, c'est ce que j'allais dire, le Beaujolais nouveau. Voilà, donc ça prouve bien que les déchets ne mentent pas. Nous, on collecte les déchets des artisans commerçants, restaurateurs. Je sais absolument tout de leur vie.
Donc les déchets, ne l'oublions pas, ce sont les reflets de notre consommation. Donc si on veut faire en sorte d'arrêter de dépenser de l'argent, en tout cas en dépenser le moins possible pour gérer les déchets, c'est un travail de tous, dans cette continuité, dans une vision d'économie circulaire, pour faire autre chose que simplement traiter des déchets qui n'ont pas forcément beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup. Merci Maxime, c'était très dense, très intéressant. Plus tu as plein d'anecdotes, c'est encore plus drôle, hein. Oui, je sais, il y en a d'autres, mais on manque de temps dans la soirée. Alors, une information, je viens de valider avec Vincent, parce qu'il y a beaucoup de chiffres qui ont été présentés, et je pense qu'on n'avait pas le temps de tous les voir. Vincent m'a donné l'accord qu'on mette la diaporama sur le site de l'association. Donc tout le monde pourra consulter ces chiffres par la suite. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à exploiter par rapport à tout ça. Alors je propose qu'on enchaîne et puis on fera les questions et le débat par la suite. Donc si Olivier tu veux enchaîner. Bonsoir à tout le monde. Rappeler le contexte local peut-être. De ce Cévennes est né de... Ah, parce qu'il y a, oui, mais je ne suis pas habitué comme l'intervenant précédent. Donc, le contexte local de ce Cévennes est né en 2013, donc d'une communauté de communes existantes autour de Saint-Amois, jusqu'à l'Aigre-les-Fumades, deux communes indépendantes, Barjac et Molière-sur-Cèze, qui était à Vivres-en-Cévennes, qui a rejoint, donc, et puis donc de ce qu'on appelait Cévennes Active, le nord du territoire, l'ancien canton de Bessèges plus Mirande. C'est important de partir de là. Nous, j'ai un ami là, de 1998, lorsque il y a eu ce qu'on appelait la révision des plans départementaux d'élimination des déchets, qui était piloté. On va vous vendre un seul centre d'enfouissement et un seul centre d'incinération sur Nîmes. Nous, à l'époque, le Nord, Bessèges, Nîmes, 80 km, sans centre intermédiaire de transfert. On s'est posé la question, on dit on parle de quoi? On parle d'environnement, d'écologie, de quoi parle-t-on? Et puis Nîmes, un centre d'enfouissement pour tout le département du Gard, une incinération pour tout le département du Gard. Je ne pense pas que ce soit l'entreprise locale qui va le gérer, donc je ne voyais plus des grands groupes. Nous avions peur de ça. Et donc en 2000, on est allé au plan départemental battre le fer avec le préfet en lui disant « Monsieur le préfet, votre plan départemental ne tient pas la route. Car demain, c'est la porte ouverte à des coûts exorbitants. Et nous, on a une contre-proposition à vous faire. C'est un centre de proximité. » Là, je voudrais insister aussi. Pas les centres de proximité qu'il y avait avant, où dans le Gard, en 2000, il y avait 353 poubelles pour 353 communes. Vous savez ce que c'était, nos poubelles? C'était, dans ma commune, un ancien terril de mine, dans lequel on faisait une tranchée, on enfouissait et on brûlait. Ça brûlait 50 ans après, c'était du charbon. Donc oui, c'était pas cher les déchets. Mais vous voyez la façon dont étaient traités les déchets. Il n'y avait pas de tri, il n'y avait pas de valorisation. Nous, on a dit, on vous fait une proposition contraire. Et c'est un préfet qui a marqué l'histoire du Gard et de bien plus, puisque c'était le préfet Godin, qui a fini préfet de police de Paris. Et on a dit, nous, on vous fait une proposition, un centre d'enfouissement de proximité, des points d'apport volontaires bien répartis. Il faut penser à la notion de volontaire, la volonté déjà d'aller vers le geste du tri et la qualité du tri, et une déchetterie qui est encore ce qu'elle est aujourd'hui, mais qui s'est inspirée de tous les dysfonctionnements des autres déchetteries qu'on a pu rencontrer. C'est à la Bessèges, je ne pose pas de soucis. Le préfet, quand on lui a proposé ça, il y avait un bureau d'études de Lyon, il a dit
écoutez-les un peu. On va voir ce que ça donne. Donc tout le monde s'est organisé au niveau du département, nous sommes organisés. Je ne vais pas vous raconter les détails. On a fait notre centre d'enfouissement qui est aujourd'hui à bord de ZAC, qui est avec 3 alvéoles, qui fonctionne toujours et qui a encore 20 ans de durée de vie. On a fait notre déchetterie aux normes et on a fait nos points d'apport volontaires. Et qu'est-ce qu'on était bien, avec 4 éléments qui nous ont motivés. La maîtrise des coûts, la proximité, un élément formidable, l'acceptation sociale, et un autre élément, la création d'emplois locaux. On était entre nous. D'autres parties du territoire ont fait notre choix, qu'on a combattu dans des associations de défense. C'est la création du Méritum à Alès, qui, nous, on n'a pas souhaité, c'est un grand centre, lorsque je suis arrivé, moi, de Cévennes, contraint et forcé par le préfet, parce que moi, je ne voulais pas venir, et le préfet ne nous a pas demandé notre avis. À l'époque, ils avaient un peu plus de pouvoir que maintenant. La loi de 2010 lui disait, vous faites des communautés de communes que vous jugerez avec la pertinence nécessaire. Je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce que la pertinence. Nous, on était 6500 habitants, on était en zone de montagne. Pourquoi rester, il fallait être 3500 habitants, on pensait qu'on ne nous embêterait pas. Ben, on nous a dit non, vous êtes trop petit, vous n'avez pas de venir, vous viendrez à Saint-Ambre. Et on est arrivé ici le 1er janvier 2013. Et quand on est arrivé ici, avec notre petite organisation, on nous a dit, vous avez 2 ans, aujourd'hui, pour harmoniser les tarifs sur ce territoire. Et nous, à Gagnères, on est passé de 38 € redevance pour un foyer à 300 €. Parce qu'on a payé ce qui s'est fait par ailleurs sur le territoire. Alors on va revenir, et c'est un constat important, le Méritum. Lorsque je suis arrivé en 2013, la contribution des communes concernées, une dizaine, un peu plus, 13 ou 14, était de 690 000 €. 690 000 € en 2013, vous écoutez ce que je vous dis? Cette année, elle est de 2 millions d'euros. Le point de TOM, chaque fois qu'on l'augmente, nous rapporte 220 000 €. On a pris 1,3 million en 11 ans. Où ça va? Jusqu'où on va? Je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Ce que je sais aussi en parallèle, c'est que cette approche de communauté soi-disant un peu plus pertinente a démobilisé d'une façon insolente le geste du tri. Chez nous notamment. Parce que ce qui était le message de l'ADEME au départ, trier, vous payerez moins cher. Aujourd'hui, lorsque je vois mes administrés, mes usagers, ils me disent, mais quel mensonge! Tu nous as dit de trier, on était à 38, on est à 300. Donc aujourd'hui, on assiste à... le tri se dégrade d'une façon inimaginable, avec notamment des gestes volontaires de mettre dans les points d'apport volontaires des éléments non triables qui font qu'on augmente un taux, qu'on a un taux de refus du tri qui est très élevé et qui fait qu'il n'y a plus de soutien derrière, de valorisation. Ça nous coûte plutôt, parce qu'il faut séparer le bon grain de livret, encore plus. Alors, je ne me fais pas de souci pour ceux qui le séparent, le bon grain de livret. C'est pas pour nous. Mais je me fais du souci parce que nous payons ça derrière. En plus, c'est bien active. On s'est posé la question, et je reviendrai sur la déchetterie de Saint-Métor, de Malcap, dont vous avez parlé, fort justement. On s'est dit, mais on a des professionnels. Et vous l'avez dit, déchets ménagers assimilés. Votre définition est bonne, mais moi j'en ai une autre, qui est réglementaire. C'est les déchets qui ne demandent pas de sujétion particulière pour être collectés et traités. Donc, effectivement, les artisans, les commerçants. Mais malgré tout,
moi je suis usager, je paye pour ma poubelle, on s'est dit il faut que les artisans commerçants payent. Donc on a instauré ce qui s'appelle la redevance spéciale. Un service, et on a créé ce qui s'appelle un centre de classe 3, à côté du centre de classe 2, le classe centre 2 étant réservé aux poubelles noires, comme vous avez appelé, le centre de classe 3, c'est un centre donc pour les déchets banals, les DIB qu'on appelle, industriels et banals, à destination des entrepreneurs de maçonnerie, de ceux qui produisent des déchets, qui derrière pour partie seront valorisés, et il y a un coût, et là chacun sur notre territoire paye son juste prix. C'est-à-dire que vous, 38 €, on va dire, mais c'est pas possible si, parce qu'à côté le commerçant payait sa redevance spéciale, et parce qu'à côté l'industriel, l'entrepreneur en maçonnerie payait sa redevance avec une rente spéciale au forfait, et au-delà de 100 tonnes, un prix supplémentaire, parce que ça demandait d'autres engagements financiers. Aujourd'hui, Saint-Victor de Malcap, moi je ne me félicite pas des tonnes qui arrivent. Pas du tout. La lecture primaire, oui, je pourrais aujourd'hui me glorifier en disant mais on est les champions du monde. Non, on n'est pas les champions du monde, et loin de là. Parce que ceux qui rêvent fortement, parce qu'il n'y a pas de service à disposition, c'est que 80% de ce qui est récupéré, collecté à Saint-Victor, ce sont des déchets professionnels. Des déchets professionnels. Parce qu'il n'y a pas d'exutoire. Et les déchets professionnels, vous l'avez dit, il y a du volume, ça pèse. Et c'est un nombre incalculable de transports qui vont, puisque là on parle du Mériton, qui vont jusqu'à Alès. Et à Alès, on a la double peine, la triple peine à Mériton. C'est que lorsque vous triez beaucoup, eh bien, vous avez des recettes de matériaux, de vente de matériaux. Et puisque vous triez très très bien, vous avez des soutiens de Citeo à la hauteur de vos performances. Mais aujourd'hui, le geste du tri n'existant plus, les refus étant de plus en plus élevés, avec des envois de matériaux bien souvent non triés du bâtiment, font qu'il n'y a pas de valorisation et que les recettes qu'on avait avant ont été diminuées par 20-30. Une peine, des rotations sans arrêt, ne parlons pas d'environnement, des coûts qui augmentent parce que pas triés et des recettes qui baissent. Voilà le problème de ces victimes. Alors moi je pense que en 2000, nous pensions qu'il pouvait y avoir une spécificité au niveau du milieu rural par la démarche volontaire de trier, d'être très précautionneux en matière de déchets. La façon dont l'État abordait en obligeant à se regrouper et en obligeant à faire payer des gens parce que c'est la loi, alors qu'ils ont fait des efforts et les investissements opportuns ils ont voulu, tous ces éléments font qu'aujourd'hui les gens trient plus ou mal. Et que lorsqu'on fait une caractérisation des déchets, par exemple au centre d'enfouissement de Bordezac, on se rend compte qu'il y a vraiment une catastrophe. Mais on me le dit, moi les gens me le disent, ils me disent tes augmentations sont insupportables, on ne fait plus l'effort, et si on fait l'effort, on le fait mal l'effort. Et puis se pose le problème normalement c'est le principe du pollueur-payeur. Et aujourd'hui, ce sont 80% des déchets sont pris en charge par les ménages et 20% par les professionnels. Et lorsque, en 2018, j'ai dit il faut faire cesser cette inéquité, que j'ai proposé une augmentation de la redevance spéciale, on est passé de 50 à 100 €. Hein. J'ai eu une délégation un samedi matin à la communauté de communes en disant vous allez tuer le commerce local.
vous allez tuer l'économie locale. Je rappellerai quand même que les artisans sont autorisés à facturer l'enlèvement et le traitement de ceux qu'ils éliminent de chez les gens. Et ça se fait. Et on est passé de 50 à 100 euros. Je ne peux pas dire que j'ai trouvé un courage politique pour venir soutenir ma noble cause. Je me suis retrouvé bien seul. Tout seul d'ailleurs. C'était 2018. Et là, pour moi, il y a un constat et je n'arrive pas à penser que c'est puisse autrement. C'est là où j'ai dit, il faut changer. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut que les usagers administrés payent le juste prix. Il faut que les professionnels payent le juste prix. Mais comment fait-on pour que ça se fasse dans cette direction, dans cette volonté? En 2018, donc en 2018, on a interrogé un cabinet d'études, on a pris un bureau d'avocats, Charel, qui est spécialiste en déchets, et on lui a dit voilà, est-ce qu'il est envisageable de faire du gagnant-gagnant avec les professionnels? C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable de dire aux professionnels, vous allez payer le juste prix, sans les affronter, puisqu'il y a des considérations aussi électoralistes, d'ailleurs politiques, et on a mandaté une étude à la sortie 2018. Le cabinet nous a dit non, vous ne pourrez pas partir dans ce qu'est une délégation de service public parce que le risque pour celui qui serait délégataire n'est pas suffisant. C'est-à-dire que quand on part en délégation de service public, 30% de risque sur l'équilibre économique de la délégation doit être pris par le délégataire, l'entreprise qui sera choisie, et il faut pouvoir justifier. Et là, elle nous a dit non. Moi, j'ai dit, je pense que vous faites erreur. J'ai dit, parce que plus on triera, moins on enfouira. Plus on triera, plus on aura de ventes de matériaux. Et plus on a de ventes de matériaux, plus on aura des recettes des organismes qui se payent grassement. Et là, je suis d'accord avec vous. Je ne dis pas ce que j'en pense. Et quand même, on est arrivé à lui faire changer un peu sa réflexion. Puis est arrivée la période Covid. Donc là, ça a été un peu 2019, 2020, ça a été les élections aussi, n'ayons pas peur, hein, donc ça a été un peu un stand-by. Et en 2021, certains qu'il n'y avait pas d'autre issue, on a remis le couvert. On est tombé sur une juriste du cabinet Charel qui était mandatée pour suivre nos dossiers, mais là aussi le cabinet avait des certitudes et n'arrivait pas à prendre en compte cette prise de risque qui était possible pour un délégataire. Et on est tombé sur une jeune avocate qu'on a poussé un peu dans ses retranchements et qu'on a un peu déstabilisé dans ses réflexions. Et je vais faire court. Et une année après, elle a quitté le cabinet et elle a monté sa propre société. Moi, j'ai dit de suite, on va la rappeler, elle a compris quelque chose. Et puis, elle est jeune, 30 ans, elle est avec des associés de valeur, etc., etc. Donc, on a fait appel à la candidature. On a récupéré cette jeune avocate. On a récupéré le bureau d'études et IDE Environnement qui, en 2000, nous avait fait le projet de Bordezac. Et on a récupéré un spécialiste des finances locales. Et on a dit, on y va, on se lance sur une délégation de service public. Là, l'État a dit, qu'est-ce que vous faites? Mais j'ai dit, écoutez, on fait ce qu'on a fait en 2000, c'est-à-dire on vous propose une autre option. C'est du gagnant-gagnant. Juste, pour préciser, 5 millions d'euros le budget, 800 000 euros du budget proviennent du budget général. Le déficit est couvert par le budget général de la communauté commune. C'est-à-dire que chaque année, il y a 800 000 euros qui vont, malgré l'augmentation que nous subissons, vont équilibrer le budget des déchets. 800 000 euros. C'est-à-dire qu'on pourrait chaque année investir 800 000 euros d'équipement public, ou on pourrait des millions d'euros si on considérait que c'était une annuité d'emprunt qui correspond à un emprunt. On est compte? C'est insoutenable. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas imaginable qu'on continue comme ça. Donc on est parti dans cette délégation de service public et on a fait ce qu'on a... On a dit à l'État, on va faire ce qu'on appelle un rescrit. C'est-à-dire qu'on va vous demander, avant de prendre notre libération, si par hasard, cette délégation de service public pourrait
avoir vos faveurs sans que le contrôle d'égalité exercé par l'État ne s'oppose à cette proposition, sachant qu'on était limite toujours sur ces 30%. Et moi j'avais la même idée que ce qu'on avait eu en 2000, c'était de dire soyons expérimentaux. En 2000, ils nous ont écoutés, ils nous ont suivis. Juste en 2000, ils nous ont suivis parce qu'ils nous ont laissé faire et qu'ils nous ont apporté sur un investissement d'1 200 000 € hors taxe, l'État, 700 000 € de subvention. Sur un budget qu'avait l'État dans le cadre d'une dotation d'1 million d'euros, et on représentait 1% de la population d'Ardoise. Le préfet, il a fallu qu'il le fasse passer quand même. Voilà. Donc l'État nous avait suivis, j'ai dit pourquoi pas, on recontente, parce qu'il faut qu'on bouge les lignes. Et au mois de juin 2023, le préfet a répondu très intelligemment à ses services en disant écoutez, si vous êtes capable de nous montrer que vous pouvez, nous on ne s'y opposera pas. Voilà, les juristes impeccables, et on y est allé. Et aujourd'hui, alors, un autre élément, c'est qu'avant d'y aller, parce que ça a changé la donne des marchés traditionnels, on a demandé aux entreprises locales qui emploient des travailleurs locaux, on a demandé si eux étaient prêts à se lancer dans cette aventure. Nous, il y a deux intérêts. Il y a la qualité du service et le prix du service. Mais aussi, on a besoin d'améliorer notre qualité de service. Les entreprises qui sont en charge des marchés nous ont dit banco, on y va. Enfin, on sera prêts. Donc nous, on n'avait pas de retenue, on fermait la porte à personne. Donc on a lancé cette délégation de service public, on a travaillé avec ces professionnels. Aujourd'hui, on arrive à justifier de 30% de risque. C'est-à-dire que la déchetterie de Saint-Victor, elle est rayée. Elle ne correspond plus. Il va y avoir une déchetterie, végéterie, pour les privés. Il y aura une déchetterie professionnelle. Et quand vous parlez, vous avez raison, de transport de bennes, ça ne sera plus des bennes. Ça sera au sol, et c'est des semi-remorques. Je vous ai dit un budget de 5 millions. Je vous ai dit que les entreprises qui allaient répondre s'engageaient à prendre le risque économique de 30%. 30% de 5 millions, ça fait 1,5 million. Aujourd'hui, notre déficit est 800 000 €. Même s'ils n'en prennent que 800 000 €, ça sera gagné. Parce que qui, aujourd'hui, pourra faire payer les professionnels le juste prix? Ce sont des professionnels. Ce ne sont pas des politiques. Moi, je n'irai pas à Saint-Victor en disant vous allez payer, on va m'envoyer promener. Le professionnel, entre professionnels, il y a des messages qui comprennent. Si ça correspond à son manque à gagner, à son désir financier, il y aura des explications. Aujourd'hui, notre réel souci, c'est parti. La délégation de services publics a été approuvée. Et c'est la seule solution pour moi, je vous le garantis. C'est du gagnant-gagnant. Autrement, ça va être une catastrophe. Ça va augmenter, ça va augmenter. Je reviendrai quand même sur le prix aussi qui est pratiqué aujourd'hui, même si c'est toujours élevé. Moi, ce que je crée aujourd'hui, et je dis à mes collègues élus, c'est qu'on n'intéresse pas grand monde. Au niveau économique, on n'est pas très grave. Sur 14 ans, on a estimé à 74 millions d'euros de chiffre d'affaires potentiel. Sauf qu'on a des obligations. Une déchetterie à Saint-Victor, neuve, 1 million d'euros. Une végéterie X, on est à quasiment 400 millions d'euros d'investissement portés par le privé. C'est pas nous qui le portons. Et quand on va leur dire en plus, vous avez 30% du risque, et qu'on n'est pas dans un contexte économique local qui est quand même réjouissant, c'est quand même compliqué ici, qui va prendre le risque de dire je viens en délégation de ce public et je prends un risque pour 14 ans sur ce territoire? C'est là notre souci. C'est là notre souci. Donc ce qui est prévu aussi, parce qu'on peut avoir là un échec de candidats, parce qu'aujourd'hui on est à l'appel à candidature, les candidats doivent rendre leur copie pour le 24 octobre, donc c'est demain. Et on doit être opérationnel pour le 1er octobre 2025, avec un tuilage à partir de juillet, entre les anciens et les nouveaux.
si les anciens sont également nouveaux, c'est pas mal. Ce qu'on a prévu quand même, parce qu'il y a la continuité du service public, c'est potentiellement de pouvoir faire des avenants de juillet 2025 jusqu'à juillet 2026, parce qu'on arrive et on est en obligation d'assurer la continuité du service public, on arrive en 2026 à des élections municipales et intercommunales. Et il ne faut pas que ce débat vienne là, parce que ça serait très mauvais pour le service public. Donc du coup, il y aura cette possibilité, puis les nouvelles équipes, soit reprendront l'idée de la délégation du service public à l'améliorant, soit continueront le marché traditionnel, mais avec les dérives dont on parle aujourd'hui. Moi, je voudrais revenir au prix. Je paye comme tout le monde. Nous payons trop cher, et nous en plus, parce qu'on était à 38, on est passé à 300. Mais lorsqu'on arrive avec cette conception, on ne va pas aller de l'avant. Ça va être du perdant-perdant. Parce que moi, j'ai toujours tendance à... Mais je pense que ayant une autre conception en disant il faut s'améliorer. Pour s'améliorer, on doit être meilleur dans le geste du tri. On ne doit pas contrarier, le tri. Et on doit aussi, parce qu'on aura cette spécificité locale, parce qu'on aura cette envie locale de s'en sortir, on aura donc peut-être demain du gagnant-gagnant, et on aura une autre perception des choses. Et je conclurai par là, ce qui a fait aussi que le préfet du Gard, en 2000, a accepté de nous donner une autorisation d'exploitation d'un centre 2. Ça ne court pas les rues, vous l'avez dit. Il y en a 3 dans le Gard aujourd'hui. Et 2 pour les ordures ménagères. Et nous, on ne compte rien, on est 5000 habitants. Hein. C'est Bellegarde, qui est super saturé, qui est mené par CITA. Ce n'est pas la communauté commune, c'est la Cévennes. Ce qui a pesé dans la décision du préfet. Moi, j'étais, à l'époque, c'était la DRIR, en 2000, qui s'occupait de la réhabilitation des centres d'enfouissement. Il y en avait 353 sur 353 communes. Vous en aviez tous un. Saint-Amour, vous en aviez. Robert Conchadouli, il y en avait de partout. Le préfet, il a dit comment on s'en sort pour réhabiliter ces centres d'enfouissement. La DRIR, installation classée pour la protection de l'environnement, a dit ça coûte 100 000 francs. Francs, hein, 2000. Nous, on s'est regardé avec mon compère, 100 000 francs. Qu'est-ce que vous faites? Un peu de terre dessus. Et les Lixivia, il n'y a pas de souci. Ils vont où les Lixivia? Dans la Cèze, dans la Galère, dans le Rieussé, dans le Mol, dans le Luèche. Les Lixivia, c'est un peu comme les polluants éternels, ça. Et puis c'est mauvais, très mauvais. Nous, on a dit non, nous. Nous, on va vous montrer que vous pouvez avoir confiance en nous. On va réhabiliter notre centre d'enfouissement qu'on avait, en traitant toute la problématique. Les lixivias, les eaux douteuses, les eaux périphériques, des piézomètres, etc., etc. On y a mis dedans 600 000 euros en 2024. 600 000 euros contre 100 000 pour les autres centres. Ça aussi, l'État a apprécié parce que c'était du gagnant-gagnant. Voilà, donc on en est aujourd'hui. On va très rapidement voir, j'espère, parce qu'il faut que chacun paye son juste prix. Il n'est pas pensable aujourd'hui qu'on continue, parce qu'on n'est pas capable à Saint-Victor de dissocier ce qui est professionnel des particuliers, qu'on continue à prendre de l'argent sur les usagers de droit commun et d'aller chercher encore sur le budget général 800 000 euros chaque année. Voilà, donc c'est un pari osé, mais il faut oser. L'État est attentif. Et puis je terminerai par là, c'est que moi je crois beaucoup, compte tenu de mon expérience et du comportement qu'on observe, et je ne pose pas de jugement, je crois beaucoup au CSR et à la valorisation par le CSR. Et aujourd'hui, le CSR, qui est capable de monter un centre? Personne, pas nous. Par contre, dans le cadre d'une délégation de service public, si se développe par ailleurs Sud-Ardèche, l'usage, et qu'il y a un potentiel suffisant pour un délégataire, il pourra avoir la construction de CSR qui permettra
une valorisation énergétique et qui permettra donc des économies. Voilà, donc on en est aujourd'hui, on y est parti. Déjà la semaine prochaine, on verra les candidats, j'espère qu'il y en aura. Et après, s'il n'y en a pas, écoutez, ça sera ce qui va se passer par la suite, mais ça m'inquiète beaucoup. Parce que je regardais les chiffres du Mériton, qui a été annoncé pour une valorisation à 40-50%, sachant que c'était du compost brut. Et qu'on savait très bien que les 40-50% c'était pas possible. Parce que le compost brut ne peut être utilisé que pour les plantes, pour les tulipes. Mais pas pour être valorisé différemment. Aujourd'hui, on est à 7-8% de valorisation. Tout ça lié à des refus de tri, etc. Voilà. Au niveau du compost, bien entendu, tout autour de cette délégation de service public, il y a quand même des éléments qui sont mis en place, avec des obligations pour le futur délégataire. C'est important d'en parler. En matière de... Je vais vous le lire parce que je ne le connais pas de par cœur, mais c'est important. En matière de prévention, le délégataire aura un rôle important. La mission sera confiée au délégataire. Il devra mettre en place des actions pour favoriser le changement de comportement des différents types d'usagers pour une amélioration des performances de tri, mais également une baisse de la production des déchets ménagers assimilés. Je ne vais pas passer dans les détails. Alors la communication est un élément clé donc, dans l'évolution des services. Donc il y aura la gestion des ordures ménagères assimilées. Et il y aura ce qu'on appelle des reportings pour régulièrement faire le point sur si on obtient nos objectifs de tri ou si on respecte. Et bien entendu, nos objectifs de tri sont calés dans le cadre du Stradet. On s'engage à respecter. Et notamment faire un gros effort. Là aussi, vous avez raison, ceux qui sont à Bruxelles, il faudrait bien de venir ici en pensant qu'au 1er janvier 2024, tous les biodéchets allaient être collectés, mais c'est pas possible. Aujourd'hui, nous, on est avec l'objectif 100% en 2026, avec le délégataire. Aujourd'hui, on a nos composteurs collectifs, on a nos composteurs individuels, et après, on tendra vers 100%. Mais je veux dire, on ne peut pas penser du jour au lendemain que les choses se font comme ça. Voilà où on en est aujourd'hui. C'est un pari. Si le pari n'est pas réussi, bien, on continuera comme avant. Et puis alors là, où ça s'arrêtera, je ne le sais pas. Il y a peut-être d'autres pistes de réflexion en amont sur la production des déchets, car on a l'impression que c'est ceux qui produisent, ils les traitent et qu'ils auto-alimentent, ils mettent le carburant là où il faut. Voilà ce que je tenais à vous dire. Merci beaucoup. C'était très clair et très intéressant. Ça nous éclaire sur la situation locale. Et puis, moi, ce que je retiens de tout ça globalement, c'est que c'est un effort de tout le monde. Il n'y a pas les politiques d'un côté, les professionnels de l'autre, et malgré tout ça, et nous tous, mais en fait, c'est tout le monde. On est, encore une fois, je vais redire ce que je disais, on est tous dans le même bateau. À nous de faire en sorte qu'il coule pas. Donc, je pense qu'il y a certainement un certain nombre de questions dans la salle. Donc, c'est le moment là-bas. Oui, alors il faut monter, je sais pas. C'est bon, je fais ça. Les déchets verts, ce mot existe. Les déchets verts, ce mot existe ? Oui. Ah, ça, c'est une bonne question. J'ai pas besoin de micro. Ouais. C'est vrai que le déchet vert, clairement, pour moi, c'en est pas, quoi. Quand on parle de ressources, le déchet vert, il a plein de fonctions. On peut en faire du BRF, boréal fragmenté, c'est parfait pour faire les paillages. Ça complète au niveau de vos composteurs, ça fait un apport carboné qui permet de faire un équilibre azote-carbone et qui permet du coup d'avoir un compost qui pue pas et qui attire pas les bestioles. Donc c'est une aberration de brûler ça, c'est une aberration. Il y a maintenant des techniques qui commencent à se développer qui s'appellent la pyrogazéification. Donc en fait on arrive en chauffant ça en non aérobique, donc en supprimant l'oxygène, à produire en gros du charbon, mais ça produit plus d'énergie que l'énergie nécessaire pour produire l'énergie. Donc la pyrogazéification est quelque chose qui est en train de se développer et qui fabrique ensuite du biochar. Et ce biochar est un excellent fertilisant pour les sols et c'est en plus un super matériau qui permet de conserver l'humidité dans le sol. Donc non, ne brûlons pas le déchet vert et traitons-le, cette matière, cet or vert, traitons-le en proximité, broyons-le sur place
et offrons la possibilité aux habitants ou à qui veut de pouvoir faire ça. En viticulture, on commence à le développer aussi pas mal sur le sud, notamment dans le Var, pour les problèmes éthiques de flotte, hein, clairement. Et donc là où avant on avait des territoires, on était plutôt à nu, on comprend bien maintenant qu'en apportant cette couche, on permet, alors pas trop gros non plus pour pas étouffer, mais la juste couche permet de redonner la vie du sol, de redonner le système de développement de champignons et tout ce qui est micro-organismes qui se développent. Donc très clairement, c'est une très belle ressource, ce déchet vert. Je l'avais bien compris. Autre question? Oui. Merci. Alors faire face à un problème, c'est toujours compliqué. Les déchets sont un gros problème. Et on a vu l'élu qui vient de parler nous expliquer toutes les difficultés qu'on rencontre pour gérer tous ces déchets. Mais faire face à un problème, c'est une solution qui est permanente et qui est devenue une industrie. C'est-à-dire que le traitement des déchets, c'est une industrie qui est lucrative, qui est intéressante et qui marche assez bien finalement, qui marche assez bien pour ceux qui la font. Mais le meilleur moyen d'éviter le traitement d'un problème, c'est de supprimer le problème. Et supprimer le problème, c'est supprimer la plus grande partie des déchets qu'on sait éviter, qu'on sait supprimer. Alors à tous les niveaux, hein, ça peut être les émissions de gaz d'échappement qui créent une pollution et un réchauffement climatique, c'est un déchet. Et pour ça, on peut par exemple mettre des transports en commun un peu plus sur notre territoire. Et je crois que Saint-Ambrois est dans une discussion importante au niveau de la ligne de chemin de fer entre Alès et Bessèges. Les déchets, moi quand j'achète 4 pots de yaourt, il y a un suremballage toujours, et je ne suis pas responsable de ce suremballage. Et souvent ça me démange de le laisser dans le supermarché, mais bon, ni les caissières, ni le directeur du supermarché n'est responsable de ce problème. Et ce problème, il ne peut être traité que politiquement. Ça veut dire que se battre à votre niveau d'élu pour résoudre un problème qui doit être réglé politiquement, eh bien, il faut s'y attaquer politiquement. Et ça me paraît très, très important que chacun d'entre nous ait conscience qu'on ne réglera pas le problème par notre comportement individuel. Moi, je ne peux pas, personnellement, résoudre le problème du suremballage des yaourts. Donc, qu'est-ce que j'en fais? Eh bien, je remplis des cartons, et des cartons, et des cartons, et je le porte à la déchetterie. Sur les déchets verts, on nous demande de ne pas brûler. Moi, transporter une remorque de déchets à la déchetterie de Salindre ou à la déchetterie d'Alès, je ne suis pas dans la communauté d'Aglo ici. Ça représente une certaine consommation de carburant et une pollution importante. Donc je pense qu'il y a une éducation à donner à toute notre jeunesse, à tout le monde, pour qu'il y ait une prise de conscience importante, parce que un des vecteurs les plus importants de création de déchets, c'est la publicité et c'est la mode, à mon avis. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas regarder un film sans avoir une interruption publicitaire où on va vous faire la pub de 4 ou 5 voitures. Mais la voiture qui pollue le moins, c'est celle qu'on n'a pas besoin de fabriquer. Voilà, bon, c'est ce que je voulais dire, parce que je pense que souvent, on essaie de résoudre les problèmes en les prenant par le mauvais côté. Alors, je vais laisser répondre les spécialistes. Je voudrais juste faire une remarque par rapport à ce que vous venez de dire, qui est très intéressant. Quand j'entends dire c'est uniquement un problème politique et ça ne pourrait être résolu que par les politiques, moi je vais juste redonner un propos qui avait été tenu par Coluche il y a 40 ans, qui avait dit tout simplement, je l'ai déjà dit, il y a certains d'entre vous l'ont certainement déjà entendu, qui avait dit simplement à l'époque, quand on pense qu'il suffirait qu'on arrête de l'acheter pour qu'ils arrêtent de le faire. Voilà. Alors, j'entends bien vos remarques sur les yaourts, sur les suremballages. Moi, je bricole beaucoup. Tous les matériaux, c'est de l'emballage de plastique sur plastique sur plastique. C'est une aberration. Mais je pense aussi, oui, il y a une action politique, et après, je vais laisser les autres personnes répondre. Il y a une action politique, mais il y a une responsabilisation de tous. Nous sommes tous consommateurs. Et quand on achète, effectivement, alors bon, moi je vais vous dire, hein, j'achète de temps en temps des pots de yaourt, de temps en temps aussi, je vais les acheter localement chez des chevriers qui font des yaourts, qui donnent ça en pot de verre, on ramène les pots de verre, c'est consigné, voilà.
Voilà. Donc il y a plein de choses qu'on peut faire comme ça. Les produits ménagers, effectivement, vous voyez aujourd'hui, même les produits bio, moi ça me ferait hurler. Aujourd'hui, les produits bio, ils sont tous vendus en plastique. Hein. Vous achetez un tube de dentifrice, vous regardez en fait la quantité de dentifrice qu'il y a dedans, et quand il est vide, vous pesez le tube de plastique, c'est quasiment équivalent. Donc je pense que dans toutes les solutions, oui, il y a une réponse politique, mais encore une fois, c'est une réponse de tout le monde, tous les acteurs. Et nous sommes, pour moi, tous responsables à notre niveau de ça. Chacun à notre niveau. Vous savez, c'est le colibri. Si chacun fait quelque chose, effectivement, on y arrivera, mais on y arrivera ensemble. Voilà. Ça, c'était ma réponse. Maintenant, je laisse Olivier, si tu... Non. Ah, non, non, bien. Bon. Tu veux ajouter quelque chose? Je pourrais, ouais. Bon. Je suis d'accord avec vous. C'est les discussions qu'on a avec un groupe qui s'appelle Zero Waste, qui est justement sur cette question. C'est vrai que là où moi j'ai plutôt tendance comme rudologue à traiter les déchets, parce que finalement je sers à quelque chose. Je ne suis juste là que pour, si je ne faisais que ça, traiter des rustines et faire en sorte d'avoir le moins d'impact possible sur un déchet qui n'a aucun intérêt. Bon, je les aime, mais je les déteste ces déchets. Hein. La fonction crée l'organe. Hein? La fonction crée l'organe. La fonction crée l'organe, pas mal. Je vais ressortir aussi celle-là. Maintenant, il faut avoir conscience que si on veut affronter un problème, moi j'ai tendance à voir le verre plein, c'est peut-être encore de côté, mon petit côté lillois, mais on a aussi les solutions. Ça peut prendre plus de temps, effectivement. Alors on va faire autre chose, je vais prendre un exemple concret. Il y a quelques temps, une association, il y a un peu moins de 10 ans, qui s'appelle Bloom. Bloom, c'est une association qui a lutté contre la pêche en eau profonde, qui est peut-être la pire des saloperies qui existent. En gros, des énormes filets qui viennent racler et qui pêchent que des poissons qui sont tellement moches que personne ne veut les acheter. Franchement, ils ressemblent à rien, les poissons. La majorité de la flotte de pêche en eau profonde, donc pêche subventionnée, parce que ça coûte en plus une tonne, donc si c'est pas subventionné, c'est pas rentable. Donc on paye avec nos impôts des bateaux qui défoncent le fond de nos océans. Bloom attire l'attention du public là-dessus, parce que personne ne fait trop attention à ça, vu que personne ne se balade trop au fond des océans. La principale flotte de pêche qui faisait ce type de pêche, ça appartenait à Intermarché. Le truc fait un énorme buzz. C'était un des premiers systèmes buzz. Intermarché, moins 40% de vente. Tout de suite. En fait, à Intermarché, ils n'ont pas attendu que les textes réglementaires de loi ils changent. Je me souviens même, c'était assez drôle, parce que du coup, j'avais accompagné l'assaut. Il y avait un député qui était encore en train d'expliquer pourquoi il fallait absolument subventionner la pêche en eau profonde, qui sert qu'à fabriquer des poissons qui nourrissent eux-mêmes des poissons d'élevage. Et il était à l'Assemblée nationale en train de l'expliquer, alors que Intermarché était, une semaine avant, en train de dire « J'arrête la pêche en eau profonde ». Parce que je suis en train de massacrer mon rayon poissonnerie et que j'ai bien compris que si je ne faisais pas, parce que les citoyens ont décidé d'arrêter et de boycotter mon produit, et du coup, ils ont décidé par eux-mêmes parce qu'il y avait un modèle économique qui fait que les gens avaient envie d'arrêter. Ça, c'est le côté boycott. Alors, c'est cool, moi je préfère le côté positif. Et je vous prends un deuxième exemple. Qui connaît C'est qui le patron? La marque CQLP, c'est qui le patron? Ok. C'est la première brique de lait vendu en France. Et je peux vous assurer que le rayon de laiterie, c'est un rayon bien bataillé en termes de marketing. Parce que le calcium plus qui fait que vous avez les os qui grandissent, machin, on en raconte des choses. Première brique de lait vendue en France, première plaquette de beurre vendue en France. Est-ce que vous avez déjà vu une pub CQLP à la télé? Zéro. Je suis sociétaire, c'est une coopérative de cette structure. Pourquoi est-ce que les gens achètent C'est qui le patron? Est-ce que c'est moins cher? Non. À peu près au même prix que les marques premium. Pourquoi est-ce que je l'achète? Parce que je suis sûr et certain, par 5 centimes par litre, je suis sûr et certain que le producteur il est correctement rémunéré. Et comme je suis sociétaire et coopérateur, j'ai décidé moi-même du cahier des charges qui fait que pour fabriquer cette brique de lait, il faut que les animaux soient respectés, temps d'élevage, fourrage, etc., etc., etc. Et donc, encore une fois, c'est à notre tout petit niveau de consommateur microscopique, on arrive à faire changer, sans pub à la télé, le produit le plus marketé du monde de la consommation. La plaquette de beurre et la brique de lait. Et je peux vous assurer qu'en termes de marketing, c'est nul. Ils sont moches, leur packaging. Leur beurre, il est violet. Ils ont cassé tous les codes. Mais pourquoi? Parce que ça a du sens. Et en fait, quand on retrouve du sens,
et que 5 centimes, ça veut dire que ça me coûte à peu près, ça me coûte 5 euros par an. 5 euros par an, je dois lâcher plus à des pourboires de serveurs marseillais très désagréables. Bah, je préfère largement filer 5 euros par an sur mon pouvoir d'achat pour être sûr et certain que le producteur, l'éleveur, il soit correctement rémunéré, que les bêtes elles soient correctement traitées. Et en termes d'échelle, on ne parle pas d'un petit truc dans un bout de quartier, machin, etc. Je parle dans l'ensemble des rayons, et encore, ils ne sont pas présents dans tous les rayons. Alors, quand ils seront présents dans tous les rayons de grande surface, vous allez voir la puissance du truc. Et c'est là où je me dis que en fait, nos gestes, ils ont aussi de l'importance. Si petits soit-on, en fait, on voit bien qu'à travers quelques centimes, ça permet de changer la vie de beaucoup de gens. Et n'oublions pas que ce sont les gens qui nous nourrissent. On va se retrouver bien dans le caca quand tout d'un coup on va se retourner, comme avec les déchets chinois, et on se dira « Ah bah mince, en fait, on ne sait plus rien produire en France ». Donc voilà, ça prouve aussi qu'on est capable de pouvoir, à travers nos actions et nos comportements, je préfère le côté positif que le boycott, on est capable de faire changer les choses. Les deux marchent, malheureusement. Et de toute façon, il y a les trucs positifs, et puis après, il y a les cons, sanctions et actions, et puis on les met au pli. Merci. Voilà. Ouais, mais regardez, les chiffres qu'on a vus de l'Europe, c'est hyper politique. Mais en fait, qui les applique? Moi, je veux bien. Plus de plastique, biodéchets, 100% valorisés. Tous ces chiffres-là, ils sont ultra cool. Donc les politiques, ils ont pris la décision. Mais en fait, derrière, il faut pouvoir les appliquer. Et l'application, elle vient du geste de tout le monde. Et des moyens de faire. Si vous n'avez pas les moyens de faire, vous ne pouvez pas le faire. Moi, j'ai fait changer les commerces de Marseille. Quand j'ai vendu ça à l'ADEME et à la région, ils m'ont dit « Oh, mais les commerces de Marseille, ils n'ont rien à foutre des déchets, c'est pas leur problème. » Et je les fais payer au litre. Pourquoi? Parce que je suis moins cher par mon système que le système actuel. Pourtant, je les collecte en cycle logistique, je crée plus d'emplois, je suis moitié moins cher et j'ai des taux de valorisation à plus de 95%. Mais j'aurais donné les moyens de pouvoir faire le changement. Oui, bonsoir. Moi, je suis élu à la communauté de communes. Je suis le maire de Rochegude. Moi, je voudrais parler de fiscalité parce que la fiscalité liée aux déchets, elle est importante. Sur la communauté de communes, on a fait le choix de la TOM. Donc, c'est lié à votre taxe foncière. Ça veut dire que plus vous avez une maison grande, plus vous payez de taxes, plus vos déchets sont du moins, la redevance est importante. D'accord? Donc là, il y a quand même une certaine injustice. Vous avez une grand-mère dans un grand Massé-Venol de 150 mètres carrés qui va payer sur ces 150 mètres carrés. Et vous avez une famille, 2 enfants dans un village du coin qui va payer beaucoup moins, mais qui va générer beaucoup plus de déchets. Et ça, aujourd'hui, les gens, ils l'entendent. On entend ce discours-là et les gens disent « Mais pourquoi moi je trierais ?» Puisque il n'y a pas ce qu'on disait tout à l'heure, c'est plus on trie, moins on doit payer. Aujourd'hui, c'est ce que disait aussi Olivier Martin, ce discours-là, il n'est plus dans les... il n'est plus dans nos esprits, dans certains esprits, entre guillemets, parce que je pense que tous les gens qui sont là sont concernés par le tri et tout le monde trie. On l'a vu aussi sur les composteurs collectifs que la communauté a installés. Ça marche, ça met du temps, mais ça a l'air de fonctionner. On voit bien que les gens, quand on leur donne une solution et qu'on leur explique le pourquoi, les gens ils vont essayer de participer et de tous ensemble. Moi je vois des gens, des grands-mères amener 2 œufs, des coquilles d'œufs, pas des œufs mais des coquilles d'œufs, du légume, voilà. Même de la viande, du poisson, on peut tout recycler, entre guillemets. Voilà. Moi je pense que cette fiscalité-là, il faut y réfléchir parce que de toute façon, nos taxes foncières vont ne faire qu'augmenter. Donc malgré tous les efforts qu'on va faire, la fiscalité associée aux déchets va augmenter. Et il faut en prendre conscience. Parce que ça, c'est, je dirais, fondamental dans les échanges que les élus vont avoir aussi avec le délégataire. Je peux le dire ici, Olivier le sait, je suis le seul élu qui n'a pas voté, je me suis abstenu sur la délégation de service public, le seul élu à la communauté de communes. D'accord? Donc pourquoi? Parce que moi je pense qu'on ne contrôlera pas le prix. Et le délégataire pourra faire ce qu'il voudra. Et comme le délégataire, alors je sais qu'on va mettre des conditions, on va lui mettre des menottes entre guillemets, mais ces grands groupes ou ces gens locaux, s'ils font sauter les menottes, on n'aura plus aucune, je dirais, on n'aura plus d'influence sur ce prix-là. Et si le gars il veut augmenter de façon considérable le prix, malheureusement, on paiera tous. Voilà. Je pense que ça c'est une question pour Olivier. Oui, je vais. Alors. 2 éléments de réponse. D'abord, il y a 2 solutions. La TOM, taxe d'enlèvement d'ordures ménagères sur le foncier bâti, et la redevance.
choix politique qui a été fait majoritairement pour l'atome. Pour quelle raison? C'est que si on avait choisi la redevance, on ne pouvait pas prendre les 800 000 euros sur le budget général puisqu'on doit équilibrer le budget des déchets. Donc automatiquement, 20 000 habitants, 800 000 euros, tout le monde prenait 40 euros de plus, petit, grand ou moyen. On ne peut pas aller chercher du budget général donc, pour équilibrer le budget des déchets. Deuxième élément qu'il faut intégrer, la taxe. L'État, taxe prélève des frais de gestion. C'est important ces frais de gestion. Ça nous garantit la recette. La redevance, celui qui ne paye pas, il va falloir le poursuivre. On va le poursuivre. Et il ne payera toujours pas. Et on va engager des frais d'huissier, et etc., etc. Tandis que là, l'État nous garantit. Ça, c'est important. Parce que quand on voit la part d'impayés pour insolvabilité, etc., etc., vous dites que c'est conséquent. C'est pour ça que le choix a été fait également comme ça. Après, quant à la délégation de services publics, moi je vous invite à lire sur le site de la communauté commune le cahier des charges. C'est sacrément blindé une délégation de services publics. Le gars il ne s'en sort pas comme ça. Il n'y a qu'un élément, je vais le schématiser, l'imprévisibilité, quelque chose qui n'est pas prévu, qui pourrait faire en sorte que le marché soit revu. Mais autrement, il est cadenassé pendant 14 ans. Et après, je dis, parce que moi, je suis comme vous, tous les deux, je suis positif. Tu t'es abstenu, tu l'as dit, moi, je ne l'aurais pas dit. Mais s'abstenir, ça apporte quoi? C'est quoi comme solution? Ça donne quoi comme solution derrière? Est-ce que ça fait avancer le schmilblick? Moi, tu es contre, tu me proposes autre chose, on discute. Tu stationnes, mais en me disant on ne maîtrisera pas, moi, je maîtriserai ce qu'on a écrit, ce qu'on a signé. Ça, c'est sûr. Les règles du jeu seront transparentes. Et je le dis bien, elles sont tellement transparentes que j'ai peur qu'on n'ait personne qui, économiquement, vienne s'embarquer avec nous. On n'a pas une quantité d'entreprises, d'industriels qui permettent aujourd'hui de justifier ces 30% de risque dont je parlais tout à l'heure. On est allé au maximum de ce qu'on peut obtenir, et je dirais, puisque derrière il y aura des marges de manœuvre, on a demandé aux entreprises des efforts, que si demain sur les 5 millions d'euros, elles ne prennent qu'un risque de 20%, ça fera 1 million par rapport aux 800 000 euros, on sera content. Voilà. Donc, en tout cas, le pire, c'est de ne rien faire et de laisser couler le bateau comme il va couler. Donc, on va essayer. On reviendra au système traditionnel autour le marché public, mais on a vu les limites de l'exercice. Voilà, donc, petite précision technique entre l'atome et la Rome. Voilà, c'est la possibilité de les chercher pas directement dans le porte-monnaie et surtout de ne pas avoir d'impayés. Quand on voit le rôle des eaux, moi je suis une commune en régie, sur 250 000 euros de recettes, c'est à 40 000 ou 50 000 euros d'impayés. D'impayés, imaginez-vous sur une recette Rome de 5 millions d'euros. Combien il manque au bout du bout? Combien il manque au bout du bout? Voilà. Merci, merci. Alors, comme on a une petite collation qui nous attend, ah pardon, je propose qu'on prenne encore une ou deux questions, puis après on passera au bar. Ça, on va le faire. Moi je suis passionné, hein, on peut rester là toute la nuit. Non, mais j'ai une question. En fait, la question est la suivante. On a parlé de cette histoire de déchets et des filières bois. Demain soir, à la communauté de communes, il y a la charte de la forêt qui va s'installer avec des ateliers où tous les habitants sont conviés. Quiconque veut y aller. Donc c'est le pays de Cévennes qui organise ça et la discussion c'est autour de la charte des Cévennes. Pas que le pays des Cévennes, qui est réducteur là. Ouais, enfin. Laisse-moi un peu l'agglomération d'Alès, respire un peu de ces Cévennes. Voilà, il y avait tout. Enfin non, il y a nous aussi et c'était enfin bon. Toujours est-il qu'on sera là. Et donc je me disais, ces déchets verts qui ne sont pas des déchets verts, on va nous demander demain de parler des filières bois sur la forêt. Et est-ce que ces filières bois qui pourraient s'installer sur le territoire, quelle pourrait être la part des déchets verts qui sont actuellement dans les déchetteries, qui pourraient alimenter cette filière et qui pourraient faire que l'objet industriel ou de l'emploi puisse être créé autour de ça? Alors
j'ai pas encore été nager dans vos veines. Hein. Je suis passé, on a étudié d'abord des rapports et puis ensuite sur le terrain. Là, vous faire des rapports précis. Moi, je suis pas un spécialiste de tout là. Vous l'avez compris dans les questions d'économie circulaire, ce qui est important, c'est d'avoir un scope global et ensuite on va chercher des experts. Pas plus tard que tout à l'heure, il y a une com de commune qui a développé ce que vous allez développer. Donc, je sais plus le terme exact. Vous l'avez dit tout à l'heure, le terme. Non, le système pour transformer le déchet vert directement sur les systèmes de compostage. Une déchetterie. C'est ça. Et donc ça, ce sont les systèmes qui existent. Après, il y a des choses plus techniques, mais il faut rentrer dans le détail. Qu'est-ce qu'il y a, quel type de bois, qu'est-ce qu'on peut en faire, etc. Si vous avez des bois qui sont... si vous avez beaucoup de biomasse qui est plutôt issue du pin, c'est assez acide, ça va pas forcément être parfait en termes d'amendement de sol, et donc il faut être attentif. Vous n'avez pas... si tout d'un coup vous collectez la totalité des sapins pendant les... C'est peut-être des choses que vous faites, je crois, hein, d'ailleurs. Vous organisez le système de collecte de sapins, mettez pas tous les sapins broyés au même endroit parce que votre terre elle va être un petit peu acide, ça va faire bizarre, quoi. Donc c'est encore une fois, là comme ça, des sujets, en tout cas il y a un truc qui est clair, hein, c'est plus vous faites d'environnement, moins ça vous coûte cher. Donc le côté petite taille est intéressant. Il y avait une question là-bas. Ouais. J'avais une question par rapport à l'atome et à l'arôme. Ouais. L'atome, c'est quand même 8% qui partent à l'État. Donc 8% de 5 millions d'euros, on a 400 000 euros qu'on envoie à l'État juste pour gérer la taxe. Si ces 400 000 euros restent là, ça fait déjà la moitié de ce qu'on prend sur le budget. Ouais. Non, je ne suis pas d'accord. Vous savez ce que c'est que le travail d'établir un rôle de 7 ou 8 000 hommes, le personnel qu'il faut, calculez-le. Après, nous, on a la taxe ordure ménagère la plus chère de France. À Marseille, on est alors là, record du monde de la taxe ordure ménagère. Pourquoi? Parce qu'en fait, les pros n'ont jamais payé pour la gestion des déchets. Il y avait 2% des pros, il fallait remplir un dossier, il fallait appeler pour demander un dossier pour payer une taxe. Je ne sais même pas d'où venaient les 2% qui ont demandé les dossiers. Hein. Franchement, c'est une question fou. Bon, du coup, on a mis en place la redevance spéciale. Les pros payent pour les déchets. Alors, la taxe ordure ménagère, c'est le truc le plus mal branlé du monde. Déjà, ça s'appelle la taxe ordure ménagère. Si vous n'avez absolument aucun service de collecte, vous la payez quand même. Posez la question aux zones d'activité qui n'ont plus du tout de service public de collecte, donc qui passent par des sociétés privées. Ils continuent à payer la taxe ordure ménagère. Vous avez un garage avec votre bagnole dedans, vous payez une taxe ordure ménagère. Et votre bagnole, elle ne génère pas de... Enfin, peut-être pas la bagnole. Allez, un vélo, c'est plus cool. Votre vélo, il ne va pas générer. Et pourtant, il utilise de l'espace foncier, donc la valeur locative. L'autre truc qui est marrant, c'est que la taxe ordure ménagère, ça vous donne le droit à 70 litres par jour. Mais que vous soyez une école et que vous payez 20 000 euros de taxe ordure ménagère, parce que vous avez une grosse surface foncière, ça vous donne le droit à 70 litres par jour. 70 litres par jour, c'est la consommation moyenne de déchets d'une famille de 4 personnes. Donc cette taxe ordure ménagère est quelque chose de très mal foutu, et effectivement, elle doit quand même être fléchée. Donc si jamais on arrivait à l'équilibre, on pourrait avoir une baisse de la taxe ordure ménagère, parce que vous n'avez pas le droit de surrécupérer par rapport à un système. Bon, là on n'y est pas. Là, l'objectif, c'est plutôt comment on fait pour arrêter de payer 800 000 euros du budget qui pourrait servir à faire des trucs sportifs, des profs, des machins, des animations. Enfin, il y a plein d'idées super intéressantes à faire avec 800 000 balles, plutôt que de venir les ponctionner par rapport au système déchets. Mais déjà, que les pros payent, la bonne nouvelle, c'est que depuis très peu de temps, donc là, Citeo Pro se lance. Citeo Pro va faire comme Citeo, ça veut dire qu'il va y avoir des aides sur le traitement des déchets des professionnels. Donc allons-y, en plus ça vient d'être créé, donc l'innovation entraîne aussi les financements. Donc il y a plein de fric, hein, les gens ne savent pas l'utiliser, donc il y a aussi la possibilité d'aller demander ce genre de choses. L'ADEME finance du matériel jusqu'à parfois 70%, donc on peut aussi aller trouver ces choses-là. Par contre, il faut être innovant, il faut être précurseur. Si vous êtes suiveur, vous êtes trop tard, tout le gras a déjà été récupéré par vos petits copains qui ont été précurseurs. Et puis donc Citeo Pro, et la REP du BTP. Et là, c'est une très bonne nouvelle. Je vous ai parlé de 2 milliards tout à l'heure. Cette REP du BTP fait que, moi, les déchetteries, je ferai des déchetteries mixtes, privées, particuliers, avec un système où les pros vont venir payer, mais en fait, ils ne vont pas payer. Si les pros ramènent leurs déchets triés, le déchet des pros deviendra gratos. D'où la délégation nationale publique confie au privé.
Moi, j'ai pas de plus, de moins. Je suis pas. Enfin, voilà, je suis pas. Mais il y a des systèmes qui existent et qui vont permettre de financer des systèmes. Après, ce qu'il faut faire, il y a un point d'attention. Et ça, je pense que dans le monde du déchet, moi, je l'ai découvert. C'était un truc un peu surprenant. On répond à un marché collecte des biodéchets pour un collège, pour des collèges, donc département, collège. Okay. Le cahier des charges était combien vous facturez à la tonne, prix à la tonne. Donc on met un prix à la tonne, après il y a combien de personnes, etc. Mais c'était vraiment le prix à la tonne qui rémunérait, moi en tant que prestataire de déchets, j'étais rémunéré sur le nombre de tonnes que j'avais collectées. Okay. Quand on met en place des programmes de gaspillage alimentaire en école, des programmes de sensibilisation, on arrive à réduire de 30% les tonnages de biodéchets. Ok, bon, partons de là. Qu'est-ce que j'ai intérêt à faire ? Je vais mettre en place un programme qui va permettre de lutter et de gagner 30% de biodéchets. Ça va me coûter un peu d'argent. Mais je vais faire moins de tonnes. Trop cool. Bah non, parce que je suis payé à la tonne. Donc en gros, le fait d'investir pour faire en sorte d'avoir moins de tonnes de déchets me fait mettre une balle dans le pied parce que je vais être moins payé. Donc il faut faire attention sur les systèmes. C'est vous qui écrivez les règles du jeu avec votre prestataire ou avec votre organisation, peu importe les choix que vous allez faire, c'est vous qui écrivez les règles du jeu. Il y a des grandes lignes que vous allez devoir suivre. Et en 2030, parce que 14 ans, on y sera dans les 2030, donc on aura déjà dépassé le truc. Vous allez investir là collectivement ensemble 72 ou 74 millions d'euros. C'est une petite somme. Attention de ne pas se faire piéger par ces acteurs du déchet qui, s'ils sont sur un système où ils vont vous faire payer à la tonne, ils n'auront pas forcément intérêt à trop réduire ça. D'où l'intérêt de s'entourer d'experts, finances publiques, déchets et avocats. Ouais. Tout à fait. C'est un très bon triptyque. Le problème du cahier des charges, c'est que la mairie de Marseille, la dernière fois, me demandait de créer le cahier des charges pour la collecte des déchets forains. On a un gros marché à Marseille, 250 forains. C'est un monde. Et nous demander d'écrire le cahier des charges en disant tiens, tu maîtrises bien le truc, écris le cahier des charges. Ouais, mais sauf que si j'écris le cahier des charges, je peux pas y répondre. C'est logique. Je vais pas répondre. Je vais pas écrire mon propre cahier des charges pour y répondre. En hospitalier, ça se fait beaucoup. Ouais, voilà. Donc vous écrivez les propres règles du pouvoir, autant vous dire que ça vous aide pour le gagner. Mais donc oui, on a besoin d'être accompagné. Oui, il y a un point de vue juridique qui est très important. Il y a un point de vue aussi financier parce que ça coûte du pognon. Mais on en dépense déjà tellement. Et en fait, c'est la stratégie du coût évité. On sait que de toute façon, pour l'instant, ça nous coûte tant. La courbe, c'est explosion, menace, opportunité. Ça nous coûte déjà tellement d'argent qu'en l'organisant, il y a peut-être moyen de réussir à faire des économies. Donc le coût évité est aussi un truc assez cool dans l'environnement. Et le déchet fonctionne bien là-dessus. Je crois que ça peut être le mot de la fin. Donc merci à tout le monde. Alors,